Une rencontre, comme vous pouvez l'imaginer, derrière nous à Saint-Jean-Cap-Ferrat et à côté de moi, monsieur le maire Jean-François Détrich. Bonjour. Bonjour. On s'est rencontrés hier soir dans ce fabuleux lieu du Jardin de la Paix où a lieu le festival. Alors comment on dit Saint-Jazz Cap-Ferrat pour la 8e édition. C'est un jeu de mots entre le jazz entre le jazz et Cap-Ferrat, c'est l'alliance de la culture et du site. Voilà. 8e édition. 8e édition. Vous êtes un passionné de jazz? Je suis un passionné de culture, d'art de vivre. Voilà. Et le jazz fait partie, à mon sens, d'une certaine culture et d'un certain art de vivre qu'on essaye de développer sur Saint-Jean-Cap-Ferrat depuis de nombreuses années. Ça fait partie de la politique culturelle de la ville? Ça fait partie de la politique culturelle, ça fait partie un peu aussi de l'ADN de Saint-Jean, mais la politique culturelle est effectivement très importante. On a mis en place une politique ambitieuse au niveau de la culture, dans tous les niveaux, que ce soit la culture musicale, bien sûr, artistique, picturale, sculpturale et photographique également, puisqu'on a tout aussi une antériorité importante avec l'histoire du cinéma sur Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et d'ailleurs, les prochaines années seront peut-être un peu plus orientées justement sur la photo et sur le cinéma, mais aujourd'hui énormément d'activités, d'expositions, de peinture, de sculpture, et puis des concerts, des festivals, et notamment ce festival de jazz qui aujourd'hui est devenu, je pense, une des plus belles scènes de la Côte d'Azur, au même titre que Jazz à Jouan ou que Nice Jazz Festival, ou encore les festivals de jazz à Monaco. Aujourd'hui, c'était vraiment une scène exceptionnelle. Quand vous parlez de politique culturelle ambitieuse, que voulez-vous dire ? C'est-à-dire pour une petite commune comme la nôtre, puisque je vous rappelle que la démographie n'est pas si importante que ça, on tourne à peu près 1500, entre 1500 et 1600 personnes à l'année. Évidemment, en période estivale, nous pouvons grossir et aller jusqu'à 4-5 000, mais nous n'avons pas non plus des infrastructures hôtelières et d'appartements très importantes, donc il n'y a jamais un effet de foule, de masse sur Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mais donc on a une politique qui est assez ambitieuse en termes d'événements qui sont réalisés tout au long de la période estivale, mais également de l'année, puisqu'aujourd'hui on a développé, même en période hivernale, si je puis m'exprimer ainsi, aussi on a fait un clin d'œil au jazz, puisque dans notre salle Chaplin, on a le Saint Jazz Club, donc en hiver, dans une salle de cinéma qui est convertie à cette occasion-là en salle de concert, puisque tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, entre le mois d'octobre et le mois de mars, eh bien, on a une représentation littéraire à la fois et jazz aussi. Voilà. Alors, 1600 voilà. Habitants oui. Pendant l'hiver, on va dire? Je dirais pendant l'année. En tout cas, ce sont les personnes qui sont recensées par l'INSEE. En été? En été, on peut aller jusqu'à 4 5 000, je pense, mais pas plus. Mais il n'y a jamais un effet de masse ici. Est-ce que vous arrivez à comptabiliser la géographie de la provenance des Oui, alors tout au moins ceux qui fréquentent l'office du tourisme, qui à ce moment-là, évidemment, nos hôtesses et nos agents demandent l'origine des personnes qui rentrent à l'office du tourisme de façon à faire des statistiques. Mais c'est une certaine photographie, je dirais, mais qui ne donne peut-être pas à la personne près des chiffres sur lesquels, mais ça donne quand même une orientation. Et c'est vrai qu'on a une clientèle quand même européenne qui reste majoritairement présente sur le Cap-Ferrat. Évidemment, historiquement, une clientèle italienne, puisque nous sommes très voisins de nos amis transalpins qui sont toujours très présents sur le Cap, et puis qui ont d'ailleurs investi, pour beaucoup, évidemment, viennent passer leurs vacances ici. Après, une clientèle également anglaise, bien sûr, puisque la Côte d'Azur a quand même été découvert par les Anglais à la fin du 19e siècle, Stéphane Liégeard, 1860, etc. Donc tout ça a fait que donner cet élan de la Côte d'Azur. Historiquement, nous avons aussi une clientèle belge importante, qui a fait même souche dans certains cas ici, puisque le roi des Belges a découvert un peu la station du Cap-Ferrat, le roi Léopold II, en 1894, et que ça a été le point de départ d'un essor important qui a fait que, après l'aristocratie mondiale se déplaçant sur la Côte d'Azur en période hivernale, eh bien, tout le monde a commencé à découvrir le Cap-Ferrat. C'était un jour d'hiver 1894 où le roi Léopold II, sur son carrosse, a débarqué sur le Cap, une zone qui était complètement inculte, où il n'y avait pratiquement pas de construction, pas de jardin, etc. Il n'y avait pas d'eau, il faut le savoir, il n'y avait pas d'arbres non plus. Voilà, donc tout ça, ça a été le point de départ. Et puis ça a probablement également accéléré l'acte, si je puis dire, de sédition, puisque vous savez que nous étions hameau de Villefranche jusqu'en 1904. En 1904, donc Saint-Jean est devenu commune à part entière. Saint-Jean-sur-Mer au départ, c'était l'appellation, et est devenu Saint-Jean-Cap-Ferrat en 1907.
Alors je crois qu'il y a comment on peut dire, le village, le gros village. Alors, il y a le village, qui est articulé autour du port. Voilà, il y a le village qui est articulé autour du port, hein, et le port de plaisance, on en parlera peut-être un tout petit peu après, parce qu'effectivement ça a été un changement profond dans la géographie et dans l'économie du village. Et puis il y a la partie Cap Ferrat, Cap, sur lequel en fait c'est le Cap, c'était la partie dont je vous parlais tout à l'heure, qui était inculte et pas desservie en eau à l'époque. Voilà. Et il a fallu attendre donc les années, la fin du 19e siècle, avec la Compagnie Générale des Eaux à l'époque, qui a créé dans l'ancien zoo un lac artificiel de 6800 mètres cubes, et c'est à partir de là que l'irrigation est arrivée sur la partie haute de la presqu'île et que les jardins ont commencé à se créer. Et aujourd'hui, c'est devenu le Cap Ferrat dans son ensemble, est devenu un grand jardin, surtout. Un grand jardin. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez l'occasion, malheureusement aujourd'hui on ne peut plus visiter le sémaphore pour des questions de sécurité, puis c'est une zone militaire, mais quand nous sommes au plus haut niveau donc, de la presqu'île, à 153 mètres, eh bien, on voit que les arbres, pratiquement toutes les maisons, toutes les constructions sont disséminées et sont couvertes par ce couvert végétal exceptionnel qui fait la richesse de Cap Ferrat, de la qualité de vie de son environnement bien sûr. Alors est-ce que la programmation culturelle est aussi étayée en fonction des visiteurs qui peuvent venir Alors on essaye, oui, alors je parlerai du jazz évidemment dans un premier temps. Voilà, programmation internationale bien sûr au niveau du jazz, tout à fait. Déjà du jazz puisqu'on a les grands noms de la scène internationale aujourd'hui qui sont ici. Évidemment dans une jauge intimiste puisque notre jardin de la paix ne permet pas aujourd'hui d'avoir une jauge supérieure à 400, 420 places. Mais c'est ce qui en fait aussi le charme, l'avantage de la proximité avec les artistes, qui d'ailleurs, eux, le ressentent particulièrement aussi d'avoir cette proximité avec les spectateurs. Je crois qu'aujourd'hui, l'osmose fonctionne parfaitement bien, qui plus est au-dessus de la plage des Fossettes, cette plage qui est restée authentique, qui est là depuis la nuit des temps et qui n'a pas subi de changements, de grands changements, et adossée à la Pinède, qui est là aussi un endroit emblématique de la presqu'île. Alors, politique culturelle internationale également dans les autres arts, que ce soit les expositions de peinture ou les expositions de sculpture. Tout au long de chaque année, nous essayons d'avoir des expositions de qualité, de renommée internationale, avec des artistes internationaux, souvent des Italiens notamment, dans certains cas. Je pense l'an dernier, et Sosno également, puisqu'on a eu en 2017 l'exposition de Sosno, qui était quand même un sculpteur mondialement connu de l'école de Nice. Et d'ailleurs, vous avez ici encore quelques œuvres qui sont restées définitivement attachées au patrimoine culturel de Saint-Jeannois, notamment la Vénus bleue, les sièges jaunes et le guetteur qui est un peu plus loin. Donc aujourd'hui, au travers de ces expositions de sculpture et de peinture également, on essaie de doter la commune d'un fonds culturel en achetant certaines œuvres, parce que je pense que c'est important. Et puis on va développer aussi un musée dans les années qui viennent. Alors, vous savez qu'on a le musée à Villa Rothschild, qui est un musée mondialement connu, qui est aujourd'hui le fer de lance de l'attractivité économique et également du développement culturel de Saint-Jean. Et nous allons essayer de faire un petit musée dans le village, le cœur de village, qui sera plus petit évidemment en termes de surface, puisque le foncier et les surfaces ici ne sont pas extensibles. Je pense qu'on aura quand même une surface dédiée de l'ordre de 500 à 600 mètres carrés pour réaliser un musée qui viendra en appui de la Villa Rothschild et sur lequel nous pourrions développer un ticket commun qui permettra justement à ce qu'il y ait des synergies avec tous les musées locaux, mais également les musées du territoire métropolitain, puisque à Nice il y a également des musées exceptionnels en matière de peinture. Je pense au musée Matisse notamment, au musée Chéret. Il y a beaucoup et des passerelles entre les différents lieux. Tout à fait. Ouais. Passerelles d'ailleurs que nous faisons aujourd'hui avec le pass métropolitain, je saute du coq à l'âne, mais sur les visites guidées. Aujourd'hui, on a mis en place depuis 2 ans maintenant une visite guidée des célébrités et des maisons à partir de la mer. C'est-à-dire qu'on affrète ce qu'on appelle un bateau qui sert normalement de débarquement des croisiéristes dans la rade de Villefranche, mais que l'on affrète 1 à 2 fois par semaine et qui permet donc pendant la période estivale à tous les visiteurs de longer les côtes, faire une navigation côtière d'1h15 avec une visite guidée commentée sur notamment l'histoire de toutes les maisons que l'on voit autour du Cap et également des célébrités qui les ont occupées et dans lesquelles elles ont résidé. Et donc on a mis une passerelle métropolitaine aujourd'hui sur ça. Donc aujourd'hui on a passerelle aussi dans les différents arts. Voilà. Il faut être passionné justement pour avoir une telle ambition culturelle.
En tout cas, il faut avoir beaucoup de volonté politique, c'est incontestable, c'est sûr, mais j'ai à la fois la volonté, la passion, et que voilà. Moi, j'aime bien entreprendre, voilà, je viens du milieu de l'entreprise, donc effectivement, j'essaye d'appliquer un peu ce que j'ai appliqué d'un point de vue professionnel dans la gestion de la commune, et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi une source d'attractivité, si on veut maintenir cet équilibre, cette clientèle internationale qui est quand même présente et qui fait qu'il y a une économie de village qui fonctionne, parce que maintenir un village vivant avec 1500 habitants, c'est plutôt difficile. Donc on voit bien dans le moyen pays, dans les zones rurales, dans la moyenne montagne ou dans la haute montagne, c'est beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, il faut trouver cet équilibre-là entre une clientèle locale. Le site est privilégié parce qu'on est à mi-chemin, à 10 km de Nice, à 10 km de Monaco, à une demi-heure d'un aéroport international qui aujourd'hui reçoit pratiquement 14 millions de visiteurs, de passagers par an, ce qui en fait la deuxième plateforme aéroportuaire de France après Paris, bien sûr. Mais également aujourd'hui l'ouverture de nouveaux comptoirs sur la Chine, puisque Nice-Pékin a été ouvert en début de mois d'août. Et puis il y aura très prochainement, je pense, Nice-Shanghai. Et puis on a redéveloppé également des lignes sur les États-Unis. Donc aujourd'hui, il y a réellement une passerelle qui est en train de se mettre internationale et économique. Voilà. Au niveau de la métropole, il y a une volonté importante de développer les relations internationales dans tous les domaines, et notamment au niveau culturel, qui aujourd'hui font que nos communes du littoral et de la moyenne et haute montagne, justement, peuvent retrouver au travers de ça un essor culturel et économique important. Est-ce que Saint-Jean-Cap-Ferrat est un lieu incontournable ? Je pense que oui, je ne veux pas être chauvin, mais je crois qu'aujourd'hui notre presqu'île, ne serait-ce que par la beauté du site, je crois que ça en fait aujourd'hui une des destinations incontournables. L'art de vivre aussi peut-être. Tout à fait. Comment est-il cet art de vivre ? L'image du Cap Ferrat aujourd'hui dans le littoral et dans la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est effectivement une des plus belles adresses qu'il existe. L'art de vivre, eh bien voilà, c'est l'art de vous recevoir ici à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans un coin. Tous les coins sont beaux ici. Voilà, on est sur la terrasse de notre ami Alain du Seaside, et je crois qu'on prend beaucoup de plaisir avec ce panorama que nous avons derrière. C'est une vie de village aussi, voilà. L'esprit de Saint-Jean, c'est aussi cette vie de village, cette identité forte d'une presqu'île sur laquelle nous sommes foncièrement et viscéralement attachés, mais tout en ayant cette ouverture internationale, et la culture est une expression de l'ouverture internationale. Dernière question, comment appelons-nous les habitants de Saint-Jean-Cap-Ferrat ? Des Saint-Jeannois comme Saint-Jeanais. Alors nous avons la particularité avec le village de Saint-Jeanais, qui est pas loin d'ici, de l'autre côté du Var bien sûr, d'avoir la même dénomination pour nos habitants Saint-Jeannois. Alors je voulais reparler, puisque tout à l'heure on a parlé très vite du port, mais aujourd'hui le port est devenu un élément particulièrement attractif. Il faut savoir que le port a été créé en 1971, le port de plaisance, le nouveau port de plaisance, puisqu'à l'époque on avait un petit port de pêche, dont vous voyez le fond qui est là-bas au bout, où il y a encore l'ancien phare qui est toujours ici, même s'il n'est plus en état de veille, mais il est toujours là pour justement rappeler quand même l'histoire de ce beau coin, puisque c'est réellement le cœur du village de pêcheurs. Il faut savoir que Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc Saint-Jean-sur-Mer jusqu'en 1907, était un village de pêcheurs où il y avait au début du XXe siècle entre 40 et 50 pêcheurs professionnels. Voilà. Alors ça, évidemment, les descendances ont suivi, il y en a moins, c'est un métier qui est difficile aujourd'hui, avec peut-être une ressource qui est en légère baisse, quoiqu'encore nous avons un pêcheur professionnel particulièrement émérite à Saint-Jean qui descend d'une famille de pêcheurs, père, grand-père, arrière-grand-père, Arnaud Alary, qui fait des pêches toujours exceptionnelles. Donc je crois que quelque part cette tradition séculaire de notre village perdure encore, même s'ils sont moins nombreux, mais il y a un savoir-faire et une volonté d'essayer de transmettre cette identité qui est importante. C'est l'ADN de Saint-Jean, c'est la pêche au départ. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment, monsieur le maire. Merci, ça a été un plaisir de vous accueillir et de converser avec vous. Merci, pareillement. Merci beaucoup.